Yo les gars, Assalé Tchimoko allume Alassane Ouattara depuis Abidjan. Vous savez qu'il est déjà candidat pour les élections présidentielles de 2025, alors qu'il affirme que Alassane Ouattara ne serait pas candidat aux prochaines élections. Donc sur quoi M. Assalé Tchimoko se base-t-il pour tenir de tels propos, de telles affirmations? On l'écoute pour mieux comprendre ce qu'il est en train de dire. Et je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à liker. Je vais revenir un peu sur le parrainage. Bien sûr. En réalité, c'est un formidable, entre guillemets, mécanisme d'exclusion. C'est les grands partis politiques qui en ont voulu pour pouvoir faire une élection quelque sorte à huis clos, pour exclure les petits partis, ainsi appelés, ou les candidats indépendants. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que jamais ils n'ont porté une revendication sur le parrainage. Est-ce que vous avez une fois entendu dire que le parrainage était antidémocratique? Vous n'êtes pas d'accord qu'il faut trouver un système pour éviter les candidatures un peu fantaisistes? Oui, mais cela se fait dans un contexte où il y a une confiance qui est retrouvée, dans un contexte où l'élection ne gênait pas autant de passion, dans un contexte où la réconciliation n'a pas été faite. Donc c'est ça qu'il faut un problème. Aujourd'hui, le peuple du Côte d'Ivoire est fractionné. Il y a des zones entières du pays où les acteurs politiques n'ont pas accès, ou bien où des acteurs politiques locaux empêchent d'autres acteurs de venir faire des réunions. Et donc, tout ça crée une atmosphère d'anxiété qui fait que les populations ont très peur de donner leur nom parce qu'il faut donner sa carte d'identité. On ne sait pas entre les mains de qui votre nom et vos éléments de filiation vont tomber. Et donc tout ça crée une atmosphère qui ne donne pas confiance aux gens et qui ne pousse pas à donner leur parrainage. Et ça peut éliminer les gens. Mais pourquoi vous dites que c'est une machine à exclure? C'est une machine à exclure parce que même hier à la formation, les techniciens de la CEI ont eu du mal à expliquer aux gens comment les choses vont se passer. Parce que à la fin, mais la logistique qu'il y a autour, vous n'avez même pas idée. C'est des centaines de cartons de documents que vous devez réunir, lieu même à la limite des camions pour transporter des cartons pour envoyer à la CEI. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que monsieur Vincent Toby, qui est également candidat indépendant à l'élection présidentielle, qui estime que c'est trop restrictif et qui réclame carrément la suppression du parrainage? Ah oui, nous sommes probablement sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes pas en réalité contre le principe. Mais si vous n'êtes pas contre le principe, quel système voudriez-vous voir mettre en œuvre? Non, pour le moment, il faut que ce système-là soit suspendu. Parce que d'abord, ça a été fait sans débat. Ça a été la volonté des acteurs politiques. Ça a été fait par ordonnance présidentielle. Ce n'est pas une loi. C'est pas arrivé au Parlement. Puis il y a un débat pour que les représentants du peuple de Côte d'Ivoire donnent leur avis là-dessus. Personne n'a été associé à ce dispositif-là. Il a été fait dans un contexte en 2020 où il y avait une crise politique majeure, personne n'a suivi cela. Maintenant qu'on veut aller à une élection inclusive, d'autres candidats sortent et maintenant qu'on prenne la complexité de la chose. C'est pour ça que nous disons que ce parrainage-là, il faut le suspendre pour laisser les Ivoiriens avoir le maximum de choix par rapport aux candidats qui se présentent. Mais est-ce que s'il n'est pas fait, à 4-5 mois de l'élection, on peut suspendre un système? Cela ne pose aucun problème. Le parrainage, on peut le suspendre à tout moment. Je vous rappelle qu'au Sénégal, ça posait un problème. Ça a été suspendu. En 2021, la Cour de justice de la CEDEAO a annulé ce parrainage comme étant antidémocratique et étant une machine d'exclusion. C'est la même. C'était combien de temps avant le scrutin? Peut-être 3 ans avant le scrutin. On est à 4 ça ne pose aucun problème. Je vous rappelle que des Ivoiriens ont déjà saisi cette Cour de justice là, qui a programmé une décision dans les semaines qui viennent. Et donc vous voulez dire que la Cour de justice de la CEDEAO va se prononcer en juillet? En juillet dessus, sur cette question du parrainage en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Si elle se prononce négativement, est-ce que sa décision est applicable, obligatoire? Mais les autorités ivoiriennes sont censées l'appliquer. La Côte d'Ivoire est un leader de l'espace CEDEAO. Et si elle dit que ce parrainage ne pose pas de problème? Ben, cela confirmerait le fait que c'est un mécanisme politique pour exclure les gens. Pourquoi? Si la CEDEAO, si la Cour de justice... Non, si la Cour de justice valide, qu'est-ce que vous faites? Si elle valide, on va y aller. On va s'aligner. Mais si elle annule et que nos autorités ne veulent pas l'appliquer, en ce moment, on en tirerait les conséquences. Est-ce que vous êtes à même de réunir les 50 millions qui sont aussi un autre, j'allais dire, étape? Les 50 millions ne sont pas une préoccupation. Les 50 millions pour déposer une candidature. Non. Il faut une caution. Les 50 millions de caution ne sont pas, c'est vrai que c'est quand même assez élevé parce que c'est en 2020 que cette décision aussi a été prise sans débat, hein. Voilà, ça a été fait par ordonnance. On a décidé de multiplier par 3 pratiquement le cautionnement en Côte d'Ivoire. Là-dessus, nous n'avons pas beaucoup de difficultés. Nous pensons que nous pouvons réunir ces 50 millions. Ce contre quoi nous nous opposons, c'est le parrainage. Parce que à la fin, même si vous êtes écarté par le Conseil constitutionnel, vous n'avez aucun moyen de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est à ce niveau-là que nous pensons qu'il y a des difficultés. Sinon, nous, on n'a aucune difficulté. On a regardé la cartographie du collège électoral de chaque région. On a vu que c'est pas grand chose en fait. Quand on prenait ma région de Tiasalé, la Niamey-Tiassa, c'est autour de 2000 parrains que je dois avoir
dans ma propre sous-préfecture à Morocco, je peux réunir ces 2000 parrains. Le problème, c'est de les avoir, dans les autres ou des acteurs politiques qui jouent un rôle majeur là-bas et peuvent contraindre des gens à ne pas vous donner le parrainage. C'est ça le principe, c'est ça le principe du parrainage, pour éviter, pour redonner une certaine assise déjà populaire à une candidature. Mais justement, il faudrait que cela ait dû être encadré par des textes de loi très clairs qui condamnent toute manœuvre qui empêcherait les autres candidats d'aller prendre des parrainages dans d'autres régions. C'est ça la difficulté en réalité. Alors, quand vous voyez la mobilisation réussie du RHDP le week-end dernier, à l'occasion de son congrès ordinaire, deuxième congrès ordinaire, bon, ça a été quand même une démonstration de force. Est-ce que vous vous dites quand même que vous avez vos chances? Ah ben, écoutez, moi, je n'apprécie pas cette mobilisation comme un exploit. Un parti politique qui est au pouvoir, qui a les moyens de l'État, entre guillemets, qui a l'administration à sa disposition, qui a les forces de l'ordre à sa disposition, qui a les préfets, le corps préfectoral à sa disposition. Mobiliser 100 000 personnes, dans tout ce contexte-là, voilà. Est-ce que vous estimez que vous avez vos chances? Oui, mais il y a ces 100 000 personnes qui se sont mobilisées, entre guillemets, à BNP. Alors, rien ne prouve même que si les 100 000 personnes, tous soient des électeurs. Il y a 8 700 000 personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Et donc, chacun a ses chances. Je le pose différemment. Sur quoi vous pensez que reposent vos chances? Mais mes chances reposent sur le fait qu'il y a une vraie demande de changement dans le pays. Parcourez la Côte d'Ivoire, vous allez sentir qu'il y a une vraie lassitude. Que les gens sont fatigués de toute cette façon de faire la politique là, de ce discours anxiogène qui est prononcé, de cette médiocrité du discours politique. Les gens sont fatigués de cela. Je voudrais vous faire remarquer que depuis 2010, il y a environ 5 millions d'Ivoiriens qui sont plus retenus aux urnes. Prenez les résultats des dernières municipales et régionales, où il y avait un véritable enjeu, puisque tous les grands partis politiques étaient dans la course. Ça n'a même pas au régional et au municipal, il y a eu une trentaine de pourcents de participation. À peine 30%. Vous voyez le RADP qui a raflé pratiquement 90% des sièges, et qui s'en enorgueillit d'ailleurs, mais ils n'ont eu que 1 700 000 voix. C'est pratiquement 8 millions. Ça veut dire qu'il y a de la marge. Ça veut dire qu'il y a des Ivoiriens qui demandent un autre. C'est-à-dire que pour vous, la réserve de voix sur laquelle vous éventuellement comptez, ce sont ces abstentionnistes. Ce sont ces gens qui n'ont plus confiance dans le système, qui n'ont plus confiance dans cette classe politique qui a tout des rôles à gouverner et qui a montré de quoi elle est capable. Et donc cette catégorie d'Ivoiriens qui veulent de nouveaux visages, qui veulent un nouveau discours, qui veulent un nouvel engagement, qui veulent du patriotisme, qui veulent qu'on se trouve le problème là, est majoritaire par rapport à ceux qui vont voter. Alors, au passage, en parlant du congrès du RHDP, comment est-ce que vous avez comprise la réponse de Monsieur Ouattara à ses militants concernant sa propre candidature? Je vous ai entendu, je vous ai compris, j'ai besoin d'encore quelques jours pour réfléchir. Est-ce que vous y voyez une posture tactique, un faux suspense? Comment vous interprétez cela? Non, moi je pense que le RADP en tant que parti a le droit de demander à son leader d'être candidat. Les militants ont le droit de se faire au niveau de leur parti. Mais après, c'est le chef de l'État. Et il est le président de tous les Ivoiriens. Et donc, c'est à ce niveau-là que moi je me prononce. Et ce chef de l'État-là a déjà répondu à cette question de candidature. À plusieurs reprises. Il a dit qu'il ne sera pas candidat. Et que cela même relevait de l'impossible en 2025. Il a dit ça quand? Il a dit il y a 3 ans, dans une interview avec nos confrères de médias internationaux. La vidéo est disponible sur YouTube pour aller la voir. Il a dit, pour 2025, c'est impossible que je sois candidat. Il a même ajouté, je souhaite qu'en 2025, les Ivoiriens désignent un président plus jeune que moi et mes prédécesseurs à la tête du pays. Cette crise est là. Donc ça veut dire que s'il se présente, il céderait à cette douce pression de ses militants? Voilà, il céderait aux douces pressions de ses militants. Sinon, en tant que chef de l'État, il a déjà pris position sur la question de ce Au mandat. final, vous pensez que, qu'est-ce qui va sortir? Une fumée blanche, une fumée, comment? On ne peut que spéculer là-dessus. On n'a pas d'éléments pour apprécier. Dans quelques semaines, quelques jours, il va parler et on verra la position mieux qu'il va prendre. Comment est-ce que vous vous positionnez dans le débat sur les candidatures aujourd'hui juridiquement impossibles de messieurs Thiam, Gbagbo, Blé-Goudé, Soro? Est-ce que vous réclamez une amnistie? Est-ce que vous réclamez une nouvelle révision de la liste électorale? Est-ce que vous demandez à la majorité d'être, d'ouvrir un peu le jeu politique? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous sommes dans un cycle perpétuel de recommencement? Que comme si nous étions victimes d'une malédiction qui se répète tous les 5 ou tous les 10 ans, nous sommes dans le même schéma. À la différence que maintenant, ceux qui agissent ont une capacité d'anticipation pour faire en sorte qu'on ne puisse pas leur faire le procès de l'exclusion par des voies judiciaires, puisque ils ont anticipé ce qui se passe maintenant. En 2000, il n'y avait pas eu d'anticipation, on l'a fait dans le feu de l'action. On a exclu des gens dans le feu de l'action. Là, on a exclu les gens quelques années avant les élections. Et par conséquent, on dit maintenant, c'est la justice qui a décidé, donc alignez-vous. C'est une répétition de ce qui s'est passé en 2000. Et donc aujourd'hui, on appelle tout le monde à comprendre que ce qui a permis Ce que vous dites, c'est que la justice est instrumentalisée là.
Mais en tant qu'acteurs politiques, nous sommes conscients de ce que les choses ne fonctionnent pas normalement. Et que les acteurs politiques, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, ont toujours utilisé la loi pour faire de la politique. C'est de ça qu'il s'agit. On a de très bons magistrats en Côte d'Ivoire, on a un appareil judiciaire qui peut fonctionner autrement que ce qu'on voit aujourd'hui. Et les acteurs politiques font tout pour que la justice vienne jouer un rôle dans le jeu politique, après pour créer les tensions. C'est ce que nous dénonçons. Donc, est-ce que vous préconisez qu'on trouve les voies et moyens juridiques ou judiciaires de réintroduire ces personnalités dans le jeu présidentiel? D'un point de vue judiciaire, il n'y a plus rien à faire. Les décisions ont été prises, sont passées en force, des choses jugées. Maintenant, il peut y avoir que la voie politique. La voie politique, elle appartient exclusivement au chef de l'État. Tchadi a pris une grâce présidentielle pour M. Gbagbo Laurent et d'autres personnes. C'est parce qu'il leur faut une amnistie. Et cette amnistie-là, c'est lui seul qui en a le pouvoir. Il apprécie s'il le fait ou pas. Vous l'appelez de vos voeux? Écoutez, nous soutenons fortement les revendications de cette opposition-là. Tu veux que cette élection soit inclusive, que tous ceux qui ont été, d'une manière ou d'une autre, écartés, soient réintégrés politiquement et qu'on aille enfin solder les comptes de toute cette bataille de 90 qui finit en 2025. Il n'y a pas que ces personnes. Le PDCI et le PPACI auraient la possibilité de présenter un candidat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils devraient le faire, quoi qu'il en soit? Oui, mais est-ce que les années précédentes, les autres qui avaient été exclus avaient présenté d'autres candidats? Pourquoi ce qui n'a pas été fait pour les autres, on voudrait que ce soit fait pour ceux-là? Non, chacun a le droit de vous dire que c'est notre candidat, c'est lui que nous voulons. Et donc, de ce point de vue-là, nous comprenons leur position. Parce qu'ils ont le sentiment d'être victimes d'une injustice, d'une instrumentalisation. C'est leur sentiment à eux. Et donc, nous comprenons cela. Et par conséquent, nous disons que ce qui doit être fait pour préserver la paix doit être fait pour que nous allions à une élection où le 27 octobre, on pourrait aller au travail, on pourrait aller à l'école, le pays pourrait continuer à vivre, que de vivre encore 6 mois d'anxiété. Comment est-ce que vous appréciez justement, parlant de 6 mois d'anxiété, la tournure que prend le débat politique? C'est-à-dire quand même que la tension devient palpable, les menaces commencent à être prononcées. Je reviens pas sur les propos d'estrade de Monsieur Gbagbo qui disait ils veulent la bagarre, ils auront la bagarre. Est-ce que tout cela est pas un peu inquiétant? Oui, mais vous citez M. Gbagbo, mais c'est même pas le seul qui parle. Non, ce n'est qu'un exemple. C'est toute la classe politique classique qui se réinstalle dans ce qu'elle sait faire le plus. Créer l'anxiété, créer la peur, mettre des Ivoiriens dans une position de fuite. Et donc, c'est ce à quoi on a aujourd'hui. L'atmosphère est complètement empoisonnée déjà par ces questions qui sont évoquées. Et donc, vous allez voir que si des candidats comme nous, qui sommes un peu en dehors des machines classiques, nous ne portons pas un discours programmatique pour ramener les choses un peu à l'endroit, vous allez voir qu'on va passer 4 mois à ne faire que des petites phrases et à s'insulter, où il n'y aura pas de débat de fond sur les problèmes des Ivoiriens. C'est à ça qu'on veut nous envoyer. Et c'est un jeu auquel ils nous ont habitués et qui chaque fois a réussi à mettre des Ivoiriens dans cette situation-là. Cette fois-ci-là, on va regarder les choses avec d'autres discours.